On va parler maintenant des situations où l'ordre n'a pas d'importance, donc on va parler des combinaisons. Donc, une combinaison, on appelle combinaison donc de R éléments choisis parmi N, toute disposition non ordonnée de R éléments. Donc, quand l'ordre est important, on appelle ça des arrangements, et quand l'ordre n'est pas important, on appelle ça des combinaisons. Voici un exemple avec ordre. On veut placer trois lettres choisies parmi les lettres A, B, C, D. Ben, si l'ordre est important, on se trouve à avoir 24 dispositions possibles de trois lettres choisies parmi quatre et vous les avez toutes à l'écran, ces dispositions-là. Par contre, si l'ordre n'a plus d'importance, ben, à ce moment-là, on résume tout ça à quatre dispositions possibles. Parce que si vous regardez sur la première ligne, toutes les dispositions qui sont là, c'est toutes des dispositions des lettres A, B, C. Alors, si l'ordre n'a pas d'importance, A, B, C représente tout ça. Même chose pour la deuxième ligne. Toutes les dispositions qui sont là sont des dispositions des lettres A, B et D. Alors, ça se résume à ça si l'ordre n'a pas d'importance. Et c'est comme ça pour les deux autres lignes. Alors, si l'ordre n'a pas d'importance, on n'a seulement que quatre dispositions possibles à ce moment-là. Trouver donc le nombre de combinaisons. On va faire le calcul suivant. Celle qu'on a au numérateur, ben, dans le fond, c'est le nombre de dispositions ordonnées. Donc, le nombre de dispositions ordonnées, ben, c'est l'arrangement de 3 dans 4. Et comme il y a des dispositions qui sont identiques si l'ordre n'a pas d'importance, ben, on va diviser par le nombre de permutations de trois éléments qu'on a. Alors, ça veut dire que pour trouver le nombre de dispositions ordonnées, ben, on n'en a seulement que 4. Et ça nous amène à trouver la formule qu'on va utiliser pour les combinaisons, qui est obtenue en prenant la formule d'un arrangement divisé par une permutation. Cette formule-là, ben, c'est la formule suivante. C'est une combinaison de R objets choisis parmi N. Ben, ça correspond à N factoriel divisé par R factoriel multiplié par N moins R factoriel. Encore une fois, sur vos calculatrices, ben, il y a une touche NCR qui vous permet de calculer directement le nombre de combinaisons. Soit qu'elle est indiquée par NCR, donc c'est à l'écran, vous voyez où est-ce que vous devriez retrouver ça sur votre calculatrice, ou encore pour les Texas Instruments, ça va être marqué sur la touche PRB. Donc en appuyant sur PRB, ben, vous allez voir NCR apparaître à votre écran de calculatrice. N'hésitez pas, si vous avez un autre modèle de calculatrice, à entrer en contact avec moi et on essaiera de trouver ben, comment on peut calculer les combinaisons sur votre calculatrice. Alors, allons-y avec un premier exemple. Combien y a-t-il de combinaisons possibles au loto 649? Vous connaissez peut-être cette loterie-là, peut-être pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la loto 649, ben, l'ordre n'a pas d'importance. Quand vous gagez sur 6 numéros, même si les numéros ne sortent pas dans l'ordre prévu, ben, c'est pas grave, vous allez avoir gagné quand même le gros lot. Donc, si vous avez, par exemple, 1, 8, 21, 25, 34, 42, et que quand vous regardez le tirage, ben, vous voyez apparaître 21, 42, 8, 34, 1, 25, ben, vous gagnez. Donc, l'ordre n'a pas d'importance. Et on choisit 6 numéros parmi 49. Alors, on fait une combinaison de 6 dans 49, ce qui nous donne au grand total 13 983 816 combinaisons possibles au loto 649. Donc, chaque fois que vous gagez sur une combinaison de 649, ben, vous avez une chance sur 13 983 816 de gagner le gros lot. Dans un autre exemple, on vous demande, ben, dans une classe de 20 élèves, je souhaite former un comité de 3 personnes. Alors, combien y a-t-il de comités possibles? Remarquez que dans ce comité, les personnes ne sont pas assignées à un titre quelconque. On veut juste avoir un comité de 3 personnes et tout nous semble indiquer que ces personnes-là auront un rôle égal à jouer dans le comité. Ce qui veut dire que le comité qui serait formé, par exemple, de Geneviève, Rosalie et Marianne serait équivalent au comité formé de Marianne, Rosalie et Geneviève. Donc, comme l'ordre n'a pas d'importance, ben, on fait une combinaison de trois objets, de trois personnes en fait, parmi 20 personnes choisies, ce qui nous donne 1140 comités possibles. Autre exemple, combien de sous-ensembles à quatre éléments peut-on former si on choisit les éléments dans un ensemble en contenant 7? Donc, un exemple, mettons que dans notre ensemble, on a des fruits. Ben,
Si on avait l'exemple pomme, orange, banane, raisin, ben, ça serait équivalent à l'ensemble, au sous-ensemble orange, raisin, banane, pomme. L'ordre n'a pas d'importance, donc on choisit 4 éléments parmi 7, ce qui nous donne 35 sous-ensembles possibles. Allons-y avec un dernier exemple. On vous dit dans un cabinet juridique, il y a 15 avocats et 23 secrétaires. On veut former un comité d'activité sociale de 5 personnes comprenant au moins 3 secrétaires. Alors, combien y a-t-il de comités possibles? Si vous voulez l'essayer par vous-même, c'est le bon temps de faire pause maintenant. Alors, voici la solution à l'exemple. Euh, Comme on demande qu'il y ait au moins 3 secrétaires, ben, on peut avoir un comité qui va être formé de 3 secrétaires et 2 avocats, ou encore un comité qui va être formé de 4 secrétaires et un avocat, ou encore un comité de 5 secrétaires. Alors, si on a le comité à 3 secrétaires et un avocat, on aura combinaison de 3 secrétaires choisis parmi 23 et de 2 avocats choisis parmi 15. Si on a un comité à 4 secrétaires, un avocat, ben on aura 4 secrétaires choisis parmi 23 et un avocat parmi 15. Et finalement, si on a un comité de 5 secrétaires, ben on va choisir 5 secrétaires parmi 23. Ce qui nous donne un total de 352 429 comités possibles. Petite remarque, dans un éventuel examen, c'est le genre de solution que j'aimerais avoir. Hein. Comme vous pouvez faire les calculs de combinaison sur vos calculatrices, je vous demande pas de m'indiquer nécessairement les formules, mais j'aimerais ça voir au moins ces choses-là. Ici, C de 3 dans 23 par C de 2 dans 15, plus C de 4 dans 23 par C de 1 dans 15, plus C de 5 dans 23. Et après, ben, vous pouvez faire vos calculs avec la calculatrice. Mais il reste que j'aimerais ça voir au moins ces choses-là. Et bien sûr, voir également le résultat final, donc de 352 429 unités. Allons-y avec un petit schéma résumé qui va voir tout ce qu'on a vu dans le fond dans l'analyse combinatoire depuis qu'on a commencé les situations avec ordre ou sans ordre. Donc, quand on a un problème d'analyse combinatoire, la première question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que l'ordre est important ou pas? Si l'ordre n'est pas important, c'est une combinaison. On fait à ce moment-là combinaison de R parmi N. Par contre, si l'ordre a de l'importance, ben là, on va se poser une autre question. Est-ce que tous les éléments qu'on a sont distincts ou ne sont pas distincts? S'ils ne sont pas distincts, ben, l'autre question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on doit utiliser tous ces éléments-là? Si oui, la formule que vous devrez utiliser, c'est celle-là. Comme on a fait dans l'exemple, par exemple, du mot Philadelphie. Si par contre tous les éléments sont distincts, on va se poser une autre question. Est-ce que tous les éléments sont utilisés? Si oui, on fait une permutation de n objets. S'il y a seulement qu'une partie des éléments qui sont utilisés, ben là on fait un arrangement. On se pose la question, est-ce qu'on utilise les éléments au maximum une fois? Ben, si oui, on fait un arrangement de R objets parmi n. Sinon, si on peut utiliser les éléments plus d'une fois, ben là, on va utiliser la formule n à la R qui va nous donner donc le nombre d'arrangements possibles. Alors, ce petit schéma-là fait un résumé de ce qu'on a vu donc dans les 2 dernières capsules. Et ça vous montre un peu aussi parfois comment on peut attaquer un problème, quelles sont les questions qu'on doit se poser pour arriver à trouver la bonne formule et le bon élément à utiliser. Alors, vous êtes maintenant en mesure de compléter les exercices de la section 1.1.7. Je vous préviens, ce ne sont pas tous des exercices faciles. Hein. Vous allez peut-être avoir quelques difficultés. Ne vous découragez pas, essayez-les et bientôt, je vous dirai le moment, l'heure et le moment, mais on va probablement se faire une petite rencontre vidéo pour répondre aux questions parce que je pense qu'il va y en avoir plusieurs là-dessus, puis vous allez sûrement vouloir que j'en fasse une coupe à l'écran. Alors, on s'en reparle bientôt, mais c'est à suivre. Alors, bon travail et à la prochaine.